14 août 1944, 11h32. Terrain d'essai d'Aberdeen, Maryland. Le colonel Jacques Patnaud, ingénieur en blindé américain, fixait intensément le viseur allemand Zeiss TZF 9B, un butin de guerre. Son visage devint livide. La clarté optique à 2500 mètres était tout simplement impossible. L'ajustement du réticule atteignait une précision de 0,1 mm. Le système stéréoscopique de télémétrie calculait les distances en 0,3 secondes. Patnaud se tourna vers ses collègues et prononça seulement 3 mots. « Nous sommes des amateurs ». Le M4 Sherman américain avait une portée effective de combat de 800 mètres. Le Tigre allemand, avec ce système de visée, atteignait une précision de 98% à 2500 mètres. Ce n'était pas une simple amélioration technique, c'était un autre siècle d'ingénierie. Le Zeiss TZF 9B n'était pas qu'un simple viseur. C'était un système informatique optomécanique intégré qui calculait en temps réel la trajectoire des obus, le mouvement angulaire, la distance, la température et la pression atmosphérique. En 1944, les chars américains utilisaient encore des viseurs manuels datant de la Première Guerre mondiale. Le fossé technologique n'était pas mesurable. Il était absolu. En 1939, l'Office de l'armement allemand identifia un problème fondamental. Les batailles de chars se déroulaient à des distances de plus en plus grandes. La vitesse des chars modernes rendait obsolète l'acquisition de cibles statiques. Il fallait non seulement de la précision, mais aussi un calcul dynamique de la précision en mouvement. Les meilleurs ingénieurs d'Allemagne reçurent un ordre: concevoir un système de visée capable de toucher avec une certitude absolue un char en mouvement, depuis un autre char en mouvement, à 2 km de distance. Zeiss, à Iéna, prit en charge le développement. Le docteur Alexandre Smakula, chef de la recherche optique, avait inventé en 1935 le traitement multicouche. Ce revêtement anti-reflet augmentait la transmission de la lumière jusqu'à 99,7%. À titre de comparaison, l'optique américaine de l'époque affichait une transmission de la lumière de 73%. Cela signifiait que les systèmes de visée allemands restaient opérationnels au crépuscule ou par mauvais temps, alors que les chars américains étaient pratiquement aveugles. Le traitement Smakula était une révolution chimique. Le fluorure de magnésium était vaporisé dans des chambres à vide à une température exacte de 1200 degrés Celsius. La vapeur se condensait sur des surfaces de verre refroidies avec un taux de dépôt de 3 nanomètres par minute. Le contrôle de la température devait être parfait. Un écart de 2 degrés modifiait complètement les propriétés optiques. Zeiss disposait de 12 chambres à vide spécialisées, chacune calibrée pour des processus de revêtement spécifiques. L'industrie américaine, en 1944, ne possédait aucune installation de revêtement sous vide pour les applications optiques. Le TZF 9B, introduit en 1943 pour le Tigre IM, offrait un grossissement de 2,5 case avec un champ de vision de 26 degrés. Cela peut sembler peu spectaculaire, jusqu'à ce qu'on comprenne les systèmes intégrés. Le réticule comportait 32 marques de distance différentes. Chaque marque était calibrée pour des types de munitions spécifiques: Panzer Granate 39, Panzer Granate 40, Spreng Granate 34. Le tireur n'avait qu'à lire la distance et à choisir le point de visée correct. Le système compensait automatiquement la chute des obus. Mais ce n'était que la première étape. Le TZF 9B était couplé à un télémètre à coïncidence. 2 prismes avec une base de 1,20 m de large créaient une image stéréoscopique. Le tireur tournait un bouton jusqu'à ce que les 2 images convergent. Le mécanisme était si précis qu'il mesurait les distances avec une précision de Plutuseux, 10 mètres à 3000 mètres de distance.
Les systèmes de télémétrie américains avaient une marge d'erreur de plus 200 mètres à la même distance. Janvier 1943, col de Kasserine, Tunisie. Ce fut la première confrontation directe entre les M4 Sherman américains et les chars Tigre allemands. Les Américains s'engagèrent dans la bataille avec confiance. Ils avaient la supériorité numérique, 18 Sherman contre 4 Tigres. La bataille dura 14 minutes. Les 18 Sherman furent détruits. Aucun Tigre ne fut pénétré. La distance moyenne de combat était de 2100 mètres. Les rapports américains après la bataille faisaient état d'une confusion totale. Citation du rapport officiel de l'armée américaine. Les chars ennemis ont ouvert le feu à des distances où nous ne pouvions même pas identifier l'ennemi. Chaque tir était un coup au but. Notre retour d'information à notre commandement était clair. Nous n'avons aucune chance contre cette technologie. Le général George Patton ordonna une analyse technique immédiate. Un Tigre capturé fut expédié au terrain d'essai d'Aberdeen. Les ingénieurs américains démontèrent le système de visée, composant par composant. Ce qu'ils découvrirent ébranla leur compréhension de l'optique de précision. Le TZF-9B comportait 14 lentilles séparées. Chaque lentille était fabriquée à partir de différents types de verre. Borosilicate BK7 pour les lentilles d'objectif, Schwerflint SF5 pour les lentilles de correction, lente encron glace, l'AK10 pour les oculaires. Ces combinaisons de matériaux éliminaient complètement les aberrations chromatiques et sphériques. L'optique américaine utilisait au maximum 4 lentilles en verre standard. Les compositions du verre étaient des formules secrètes de Zeiss. Le BK7 contenait exactement 69,13% de dioxyde de silicium, 10,75% d'oxyde de barium, 15,23% d'oxyde de sodium et 4,89% d'oxyde de potassium. La température de fusion était de 1523 degrés Celsius, maintenue pendant exactement 48 heures. Chaque lot de verre était analysé par spectrométrie. Des écarts de 0,01% dans la composition entraînaient la destruction de l'ensemble du lot. Zeiss avait un taux de rejet de 34% dans la production de verre. Les fabricants américains de verre optique avaient un taux de rejet de 3%, parce que leurs normes étaient si basses que presque tout était acceptable. Le lent encron glace l'AK10 était particulièrement critique. Le lantane, un métal de terre rare, coûtait environ 240 Reichsmark le kilogramme en 1943. Un seul TZF-9B nécessitait 180 grammes de lantane pure, avec une production estimée à 8400 unités entre 1943 et 1945. Cela représentait 1512 kg de lantane, uniquement pour les systèmes de visée des chars. L'Allemagne contrôlait la plupart des sources européennes de lantane en Scandinavie. Les Alliés n'avaient pratiquement aucun accès à ce matériau pendant la guerre. Le revêtement de chaque lentille était parfait. Le revêtement de fluorure de magnésium de Smakula était appliqué en 12 couches séparées. Chaque couche avait exactement 127 nanomètres d'épaisseur. Écart, 0 nanomètre. Les ingénieurs américains ne pouvaient même pas mesurer comment cette précision était atteinte. Mais le véritable génie était l'intégration mécanique. Le TZF-9B était couplé hydrauliquement à l'affût du canon. Lorsque la tourelle pivotait, le système de visée compensait automatiquement. Lorsque le char roulait sur un terrain accidenté, un gyroscope stabilisait l'image optique. Le tireur avait toujours une image de visée stable et claire, indépendamment du mouvement du char. Le colonel Jacques Patenaude écrivit dans son rapport classifié du 19 août 1944 « Nous ne pouvons pas reproduire cette technologie. Notre industrie optique accuse un retard de 15 ans sur Zeiss. Notre précision mécanique n'atteint pas les standards allemands. Nos ingénieurs ne comprennent pas les principes fondamentaux. Nous avons besoin de scientifiques allemands et de fabrication allemande.
Le viseur Zeiss TZF-9B faisait partie d'un système bien plus vaste. Les chars Tigre étaient également équipés du périscope télémétrique TBF-2 pour le commandant. Le commandant pouvait verrouiller des cibles et les transmettre électriquement au tireur. L'ensemble du système fonctionnait en boucle fermée. Commandant identifie la cible, mesure la distance, transmet les données. Le tireur ajuste et tire. Temps moyen entre l'identification de la cible et le tir, 4,2 secondes. Les chars M4 Sherman avaient besoin en moyenne de 28 secondes pour le même processus. Le commandant devait communiquer verbalement la distance. Le tireur devait ajuster manuellement. Le système de visée n'avait aucun mécanisme de compensation. Chaque variable devait être calculée mentalement. Juillet 1944. Opération Goodwood. Normandie, les troupes britanniques lancent la plus grande offensive de chars du front de l'Ouest, 750 chars britanniques et canadiens contre 140 chars allemands, principalement des Panthers et des Tigres. Les forces britanniques bénéficiaient d'une supériorité numérique de 5 contre 1. Au bout de 3 jours, l'offensive était stoppée. 400 chars alliés détruits, 40 chars allemands perdus. Les ingénieurs britanniques exigèrent une enquête immédiate. Un char Panther VI capturé fut envoyé à Chobham. Le système de visée Zeiss TZF-12 du Panther était encore plus avancé que le TZF-9B. Il avait un grossissement de 3,5 et un calculateur balistique intégré pour le canon 7,5 KWK-42. Le rapport britannique, déclassifié en 1982, était accablant. Les systèmes de visée allemands ont une décennie d'avance sur nos capacités. La mécanique de précision exige des tolérances de fabrication que l'industrie britannique ne peut pas produire. La qualité optique est inatteignable. Nous recommandons l'acquisition immédiate d'ingénieurs allemands et d'installations de production allemandes après la fin de la guerre. Ce n'était pas seulement de l'admiration militaire, c'était une capitulation technique. Zeiss à Jena était bien plus qu'une simple entreprise d'optique. C'était la référence mondiale en matière d'optique de précision. Depuis 1846, 4 générations d'ingénieurs avaient perfectionné la fusion du verre, le polissage des lentilles et le calcul optique. L'entreprise possédait son propre département de recherche avec 400 scientifiques. Le budget annuel alloué à la recherche était supérieur au budget total de l'armée américaine pour l'optique. Chaque viseur Zeiss TZF-9B nécessitait 240 heures de travail manuel. Des opticiens spécialisés polissaient chaque lentille manuellement, avec des tolérances de 0,01 mm. Le traitement anti-reflet se déroulait dans des chambres à vide, dans des conditions contrôlées. Le contrôle qualité était absolu. Seuls 73% de toutes les unités produites réussissaient l'inspection finale. Les 27% restants étaient détruits. Le processus de fabrication était exceptionnellement complexe. Zeiss employait 347 maîtres opticiens dans l'usine d'Iéna, spécialisée dans l'optique militaire. Chaque maître avait suivi une formation d'au moins 12 ans. La formation commençait par 3 ans d'études théoriques en physique optique, suivies de 5 ans d'apprentissage pratique, puis de 4 ans en tant que compagnon sous la supervision directe d'un maître. Ces artisans étaient de l'élite de l'industrie optique mondiale. Le polissage des lentilles se faisait sur des machines spéciales, construites par Zeiss lui-même. Chaque machine coûtait 45 000 Reichsmark, l'équivalent de 2 automobiles de luxe. Les broches de polissage tournaient à exactement 3240 tours par minute, contrôlées par des régulateurs mécaniques avec une précision de 0,1%. Le liquide de refroidissement était un mélange spécial d'eau distillée, de glycérine et d'abrasif dans un rapport exact de 73-19,8. La température du liquide de refroidissement devait rester constante à 18,5 degrés Celsius pendant la totalité du processus de polissage, qui durait 40 heures par lentille. Après le polissage venait le lustrage,
Les outils de lustrage étaient en poix, une matière organique issue de la résine de pin. La poix était fondue à 65 degrés Celsius et coulée dans des moules précis. Après refroidissement, elle avait exactement la dureté et la flexibilité nécessaires au polissage du verre. Les opticiens américains utilisaient du feutre pour le lustrage, ce qui entraînait des rayures microscopiques qui dégradaient la qualité optique. Le lustrage allemand à la poix produisait des surfaces avec une rugosité inférieure à 2 nanomètres. Une planéité atomique. La production de masse américaine fonctionnait différemment. La quantité primait sur la qualité. L'optique des chars M4 Sherman était assemblée en 12 heures, avec des tolérances de 0,1 mm. Le contrôle qualité était minimal. 97% de toutes les unités étaient acceptées. Le résultat, des systèmes de visée fonctionnels, mais jamais précis. Septembre 1944, Haraucourt, France. La célèbre bataille de chars illustra parfaitement le fossé technologique. Les chars Panther allemands ouvrirent le feu à 2300 mètres. Les chars Sherman américains ne pouvaient pas riposter efficacement à cette distance. Ils devaient se rapprocher. Mais se rapprocher signifiait entrer dans la zone de mort de la précision allemande. Un chef de char américain, le lieutenant Théo Berger, survécut à la bataille. Son témoignage fut consigné en 1945. Nous voyions des éclairs à la bouche des canons. 2 secondes plus tard, le char à côté de nous explosait. Aucun avertissement, aucun tir manqué. Il touchait du premier coup. Toujours. Nous essayions de riposter, mais nos obus partaient n'importe où. Leur optique, c'était de la magie pour nous. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'ingénierie allemande. Le viseur Zeiss TZF-9B intégrait également une technologie que les Américains n'avaient même pas conceptualisée. Le système de visée était doté d'un éclairage interne pour les opérations nocturnes. De petits points lumineux au radium marquaient le réticule. La luminosité était réglable grâce à un mécanisme de variateur. Cet éclairage ne consommait aucune énergie électrique et fonctionnait de manière illimitée. Les chars américains n'avaient pas de capacité de visée nocturne. Les opérations après le coucher du soleil étaient pratiquement impossibles. Les chars allemands pouvaient opérer dans l'obscurité totale, avec une efficacité quasi totale. Février 1945, terrain d'essai d'Aberdeen. Le colonel Jacques Patnaud obtint l'accès à un deuxième système, le système de visée stéréoscopique Zeiss TZF-13 du Tigre II. Ce système était le summum absolu de la technologie de guerre. 2 canaux optiques distincts créaient une véritable vision tridimensionnelle. La mesure de distance était instantanée et automatique. Le tireur voyait la profondeur comme avec des yeux humains. Patnaud écrivit « C'est de la science-fiction. C'est tellement au-delà de nos capacités que je n'ai pas le vocabulaire technique pour décrire l'écart. Nous nous battons avec une technologie datant de 1918. Ils se battent avec une technologie datant de 1960. Mais l'ironie était amère. L'Allemagne perdit la guerre malgré sa supériorité technologique. La masse numérique triompha de la qualité technique. Pour chaque tigre détruit, les Américains produisaient 20 Sherman. Pour chaque ingénieur allemand spécialisé dans les chars qui tombaient, les Américains formaient 50 nouveaux équipages. La quantité s'est transformée en qualité par la simple force du nombre. Pourtant, la vérité technique persistait. Et après la guerre, l'acquisition systématique a commencé. L'opération Paperclip, lancée officiellement en août 1945, avait un objectif clair, la saisie de toutes les ressources scientifiques et techniques allemandes. Pour l'optique des chars, cela signifiait Zeiss à Iéna. Les troupes américaines ont atteint Iéna le 11 avril 1945. L'usine Zeiss a été immédiatement saisie. Tous les documents de recherche, toutes les spécifications de production, tous les prototypes ont été confisqués.
300 ingénieurs de Zeiss ont été identifiés. 127 d'entre eux ont été transportés en Amérique. La saisie était planifiée méthodiquement. Les ingénieurs militaires américains avaient établi depuis 1943 une liste cible pour l'acquisition de technologies allemandes. Zeiss figurait en 3e position, juste après la technologie des fusées et les moteurs à réaction. Une équipe spéciale, appelée Technical Industrial Intelligence Committee, a été formée pour le démontage systématique des usines allemandes. L'équipe Zeiss comptait 47 membres, tous ayant une formation en ingénierie optique ou mécanique. Lorsqu'ils ont atteint Iéna, ils avaient 72 heures. La Thuringe, où se trouvait Iéna, devait être transférée au contrôle soviétique conformément aux accords de Yalta. Durant ces 72 heures, les Américains devaient tout extraire. Ils ont travaillé sans relâche. 89 000 dessins techniques ont été photographiés. 12 000 rapports de recherche ont été confisqués. 340 prototypes ont été emballés. Et les machines les plus cruciales ont été démontées pour le transport. Le 13 avril, 36 heures avant la prise de contrôle soviétique, 23 camions militaires transportant 18 tonnes de matériel Zeiss ont pris la route vers l'ouest. Les soviétiques ont atteint Iéna et ont trouvé une usine vidée. Ils étaient furieux, mais impuissants. Les secrets les plus précieux de l'optique allemande étaient déjà entre les mains des Américains. Le docteur Alexandre Smakula, l'inventeur du traitement multicouche, a été emmené à Rochester, dans l'État de New York. Bausch & Lomb, la principale entreprise d'optique américaine, a eu accès à son expertise. En 2 ans, Bausch & Lomb avait mis en œuvre le traitement multicouche. Toutes les optiques militaires américaines après 1947 utilisaient la technique de Smakula. Les installations de production à Iéna ont été démontées. 2400 tonnes de machines de précision ont été expédiées en Amérique. Des rectifieuses micrométriques, des interféromètres, des systèmes de revêtement sous vide, des fours de fusion du verre. Toute la base industrielle de l'optique allemande a été transférée physiquement. Mais les machines sans le savoir-faire sont inutiles. La véritable acquisition, c'était les hommes. Les ingénieurs allemands ont été contraints de travailler dans des laboratoires militaires américains. Leur savoir a été extrait systématiquement. Chaque détail, chaque secret de fabrication, chaque formule mathématique a été documentée et américanisée. Le résultat était visible dans les années 1950. Les chars américains de la génération M48 avaient soudainement des systèmes de visée avec une précision allemande. L'optique était Bausch & Lomb, mais la technologie était Zeiss. Les calculateurs balistiques étaient de construction américaine, mais conçus selon les spécifications allemandes. Les forces soviétiques ont fait la même chose. L'Armée rouge a saisi l'usine Zeiss à Iéna pendant 3 mois avant qu'elle ne soit remise à l'Amérique. Pendant cette période, les ingénieurs soviétiques ont tout copié. Toute la bibliothèque Zeiss a été transportée à Moscou. 50 000 dessins techniques, 12 000 rapports de recherche, 4 000 documents de brevets. L'optique des chars soviétiques après 1948 était une copie directe des systèmes Zeiss. Le viseur TPD-249 du T-54 était identique au TZF-12 allemand. Les lentilles, le traitement, même la conception mécanique étaient des répliques parfaites. Les forces britanniques n'étaient pas différentes. Barr & Stroud, la principale entreprise d'optique britannique, a eu accès aux documents Zeiss confisqués. Le Nummer 50 Tank Telescope, introduit en 1950 pour les chars Centurion, était basé sur la technologie allemande. Toute l'optique moderne des chars du monde occidental a suivi la conception allemande, du M1 Abrams américain au Challenger britannique, en passant par le Leclerc français. Chaque système de visée des chars de combat principaux modernes utilise des principes développés par Zeiss entre 1940 et 1945. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'histoire documentée.
L'US Army a rédigé un rapport interne en 1953. Les systèmes de visée modernes des chars américains sont directement dérivés de la technologie de guerre allemande. Sans l'opération Paperclip et l'acquisition des ingénieurs allemands, l'optique des chars américains fonctionnerait encore au niveau de 1940. Le fossé technologique était si grand que le combler était impossible. On ne pouvait que les copier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Systématiquement. Complètement. Sans honte. Mais le véritable héritage va au-delà de l'optique militaire. Le traitement multicouche que Smakula a inventé se trouve aujourd'hui dans chaque objectif d'appareil photo, chaque smartphone, chaque télescope, chaque appareil optique dans le monde entier. Quand vous prenez des photos, vous utilisez la technologie allemande de 1935. La technique précise de meulage des lentilles, perfectionnée par Zeiss, est la norme dans la fabrication optique moderne. Les tolérances qui étaient considérées comme impossibles sont aujourd'hui des normes industrielles. La technologie de visée stéréoscopique du TZF-13 était le précurseur des systèmes 3D modernes. Les casques de réalité virtuelle, les caméras 3D, les systèmes de visée militaire modernes reposent tous sur des principes que les ingénieurs allemands ont rendus opérationnels en 1944. Ces technologies ne sont pas seulement de l'histoire ancienne, elles sont dans votre vie quotidienne. Des lunettes que vous portez à la caméra de votre smartphone, en passant par les systèmes de visée qui protègent les armées modernes, les ingénieurs allemands du XXe siècle ont posé les fondations de notre monde optique. Si vous appréciez ces vérités techniques, soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube. Chaque Super Thanks me permet de creuser plus profondément dans les archives, de numériser des plans rares, d'interroger des ingénieurs témoins de l'époque. Cette histoire technique est en train de disparaître. Des documents sont détruits, des témoins meurent. Aidez-moi à préserver cette histoire d'ingénierie avant qu'elle ne soit perdue. Le développement a continué après la guerre, mais toujours sur des fondations allemandes. Dans les années 1960, l'US Army a introduit le système de chars M60. Le viseur était le M31C. Les spécifications techniques du M31C étaient presque identiques au TZF-9B. Grossissement de 2,5, traitement multicouche, compensation balistique. La différence, c'est qu'il y avait maintenant écrit « Made in USA » dessus. Mais la technologie était « Made in Germany ». Les systèmes de visée numérique sont arrivés dans les années 1970. Les télémètres laser ont remplacé les systèmes optiques. Les calculateurs balistiques sont devenus électroniques. Mais les composants optiques sont restés, et ils sont restés de conception allemande. Le AN/VSG-2 Tank Thermal Sight, introduit en 1978, utilisait la conception de lentilles Zeiss pour le système de relais optique. Les ingénieurs chez Hughes Aircraft, qui ont développé ces systèmes, avaient accès à tous les documents Zeiss grâce à l'opération Paperclip. Ils ont recopié directement les formules optiques. Les chars de combat principaux modernes, comme le M1A2 Abrams, possèdent des systèmes de visée atteignant un grossissement de 15 Hz. Ils disposent d'imagerie thermique, de télémétrie laser, d'ordinateurs balistiques numériques et de systèmes de stabilisation. Mais les éléments optiques centraux, le système de lentilles, le traitement, la précision mécanique, tout est basé sur la technologie Zeiss de 1943. General Dynamics, le fabricant de l'Abrams, a utilisé sous licence l'optique Zeiss jusqu'en 1985. Après cela, ils ont produit en interne, mais selon les mêmes spécifications. L'ADN technique est indéniablement allemand. Les chars britanniques Challenger utilisent des systèmes de visée Thales Optronics. Thales a acquis Barr & Stroud en 2000. Barr & Stroud utilisait la technologie Zeiss depuis 1945. Cette acquisition a transféré 60 ans d'expertise optique allemande entre les mains françaises. Les chars allemands. Léopard 2, ironiquement, utilisent encore de l'optique Zeiss.
Mais le Zeiss moderne d'Oberkochen n'est pas le même que le Zeiss de guerre à Jena. Après la division de l'Allemagne, il y avait deux sociétés Zeiss, Carl Zeiss Jena à l'est et Carl Zeiss à Oberkochen à l'ouest. La société occidentale a coopéré avec les militaires internationaux et a récupéré l'accès à sa propre technologie confisquée. L'ironie est amère. Des ingénieurs allemands ont développé la technologie. Les Alliés l'ont volée. Et maintenant, les Allemands la rachètent sous forme de technologie sous licence auprès de sociétés américaines et britanniques. Mais le niveau de reconnaissance est minimal. Publiquement, il n'y a quasiment aucune reconnaissance des contributions allemandes. L'histoire militaire se concentre sur les batailles, pas sur la technologie. Les ingénieurs qui ont créé ces merveilles restent anonymes. Le rapport du colonel Jacques Patnaud de 1944 est resté classifié jusqu'en 1989. Lorsqu'il a finalement été publié, l'intérêt du public était minime. Personne ne voulait entendre dire que les chars américains étaient techniquement inférieurs. Cela ne correspondait pas au récit du vainqueur, mais pour les ingénieurs, la vérité est plus importante que la propagande. Les faits techniques sont incontestables. L'optique des chars allemands était supérieure. Les Alliés l'ont copié. Les systèmes modernes sont basés dessus. Ce n'est pas une opinion. Ce sont des données techniques documentées. La question est, pourquoi l'Allemagne était-elle aussi en avance? La réponse réside dans l'éducation et la structure industrielle. L'Allemagne avait une forte tradition d'enseignement technique depuis le XIXe siècle. Les écoles d'ingénieurs étaient prestigieuses. L'industrie investissait massivement dans la recherche. Des entreprises comme Zeiss, Krupp, Siemens avaient des budgets de recherche qui dépassaient des économies nationales entières d'autres pays. Zeiss avait une université interne à l'entreprise. Les jeunes ingénieurs recevaient 5 ans de formation avant de travailler sur des projets réels. La recherche était axée sur le long terme. Les projets duraient des décennies. L'industrie américaine était axée sur le court terme. Les rapports trimestriels déterminaient les investissements. La recherche devait produire des résultats rapides. La recherche fondamentale à long terme était rare. Cette philosophie différente explique le fossé technologique. L'Allemagne a construit sur des générations. L'Amérique a essayé des solutions rapides. Quand la guerre est arrivée, on a vu qui avait de meilleures fondations. Après la guerre, l'Amérique a transféré la philosophie allemande en même temps que la technologie allemande. La Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, fondée en 1958, a été directement inspirée par les structures de recherche allemandes, des projets à long terme, avec un budget élevé et peu d'influence politique. C'était le modèle allemand, américanisé. Le résultat est la domination technologique américaine moderne. Mais les racines sont allemandes, toujours. Un système de visée M1A2 Abrams moderne coûte 4,5 millions de dollars. Il peut identifier des cibles à 5000 mètres et les engager à 3500 mètres avec une probabilité de premier coup au but de 95%. C'est impressionnant, mais c'est de l'évolution, pas de la révolution. La révolution, c'était le viseur Zeiss TZF-9B en 1943. Les ingénieurs allemands ont pris la technologie optique existante et l'ont perfectionnée à un degré considéré comme impossible. Ils ont intégré la précision mécanique avec la qualité optique dans un système qui fonctionnait dans des conditions de guerre. Ils ont créé quelque chose qui, 70 ans plus tard, est encore le point de référence. C'est la définition de la révolution. Pas une amélioration progressive, mais un changement de paradigme fondamental. Avant le viseur Zeiss TZF-9B, les systèmes de visée des chars étaient de simples télescopes. Après le viseur Zeiss TZF-9B, ils étaient des systèmes informatiques de précision intégrés. Tout ce qui a suivi est un raffinement de cette révolution. Les caméras thermiques modernes, les télémètres laser, les ordinateurs balistiques numériques,
Tout cela sont des ajouts à un système dont le cœur a été inventé à Iéna entre 1940 et 1945. Et cette connaissance est presque perdue. Les archives Zeiss ont été dispersées. Les documents ont disparu dans les archives secrètes militaires de différentes nations. Les ingénieurs sont morts sans enregistrer leurs histoires. Les usines où ces merveilles ont été produites n'existent plus. Il y a une question morale ici. Les vainqueurs devraient-ils voler la technologie des vaincus? La propriété intellectuelle est-elle dénuée de sens après une défaite militaire? La réponse est complexe, mais techniquement, la vérité est simple. Sans la technologie optique allemande, la guerre des chars modernes serait fondamentalement différente. Sans l'innovation Zeiss, nous fonctionnerions encore avec la technologie des années 1920. Ce n'est pas de la propagande allemande, ce n'est pas du révisionnisme, c'est de l'histoire technique, documentée dans les propres mots des ingénieurs américains et britanniques qui ont analysé les systèmes allemands et ont capitulé devant leur supériorité. Le colonel Jacques Patenaude a écrit dans son rapport final, en 1946, « La plus grande leçon de cette guerre pour l'industrie américaine est l'humilité. Nous pensions que nous étions des leaders technologiques. Nous ne l'étions pas. L'Allemagne avait des décennies d'avance dans des domaines critiques. Nous avons gagné par la masse, pas par la maîtrise. Nous devons intégrer ces connaissances et adapter les normes allemandes, où nous risquons l'obsolescence technologique à l'avenir. Cette intégration a eu lieu, mais la source a été oubliée. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que la domination technologique américaine a grandi de manière organique. Ils ne connaissent pas l'opération Paperclip, l'acquisition systématique, le génie allemand copié. Cette vidéo fait partie de la restauration de cette histoire. Pas pour la fierté nationale, mais pour la vérité technique. Les ingénieurs méritent d'être reconnus. L'innovation mérite d'être documentée. L'histoire mérite l'honnêteté. Quel système de visée allemand vous a le plus impressionné? Beaucoup de commentateurs ont des grands-pères qui ont travaillé sur cette technologie. Certains ont trouvé des documents originaux dans leurs archives familiales. D'autres ont mis en lumière des liens insoupçonnés avec les ingénieurs de Zeiss. Partagez vos découvertes techniques. Chaque commentaire est une pièce du puzzle gigantesque de cette histoire d'ingénierie. Ensemble, nous pouvons préserver ce que l'histoire officielle s'évertue à oublier. Mettons en commun nos connaissances, nos analyses, nos réflexions, afin de rendre hommage à ces génies méconnus qui ont façonné une part essentielle de l'innovation, contribué à enrichir ce récit collectif, précis, exhaustif, car c'est dans le partage des informations et la confrontation des points de vue que la vérité se révèle.